Donc nous trouvons Fabrice, Alain et moi au siège d'Opelia, près des Nations, à Paris, et que nous remercions de nous accueillir. C'est un séminaire un peu aujourd'hui en hybride, comme on dit, à la fois en présentiel limité et distanciel. Je regarde de ces mots, je préfère les termes en chair annonce, plutôt tous sens déployés. S'il y avait un référendum aujourd'hui en France sur la légalisation du cannabis, je pense qu'on pourrait parier que les oui gagneraient sans problème. Bon, je passe la parole à Alain, Fabrice, si vous pouvez commencer. Bon, ben je vais commencer. En fait, l'idée, c'est que ce soit un dialogue, déjà, et donc que cette parole, elle puisse circuler. Bon, l'idée de cette discussion, pour moi, elle part aussi du fait que Alain et moi, on est des acteurs de l'histoire. C'est-à-dire, j'aurais voulu que ce soit moins une discussion académique qu'une discussion sur nos souvenirs respectifs, notamment d'une période cruciale avant réduction des risques, ou le moment où il y a le passage alors je vais dire le mot paradigme, même si il est totalement galvaudé, entre ce que moi j'appelle la psychologisation des questions de drogue, qui était la version officielle du soin aux toxicomanes. Ça aussi, c'est des termes qui sont datés maintenant. Donc qui était le rendez-vous officiel du secteur spécialisé, donc le soin aux toxicomanes, secteur spécialisé, ça c'était les termes de l'époque, avant la réduction des risques. Et cette période cruciale qu'on a vécue tous les deux, elle a débouché ensuite, à partir de la fin des années 90, sur la naissance de ce qu'on appelle l'addictologie, et notamment l'addictologie universitaire, qui est aujourd'hui le paradigme, je répète ce mot que je déteste, maître. Hein. Notamment tout ce qui est médicalisation de la question des drogues. Et je pense que c'est d'ailleurs la limite de ce que tu décris en termes de changement, Alexandre, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça fait des années que nous militons, alors là, sous ma casquette ASUD, militant de l'autosupport pour un changement en matière de politique des drogues, avec les mêmes arguments, hein, sont les arguments qu'on va sans doute à nouveau développer ce soir, et c'est vrai que je pense qu'ils commencent à être audibles, mais avec cette limite qui pour moi est une muraille de la médicalisation obligatoire. Et c'est ce changement qui passe de la psychologisation radicale, c'est-à-dire une époque où la médecine était pratiquement exclue de la question des drogues, mais toujours dans un carcan répressif, à la médicalisation d'aujourd'hui, où la médecine devient la référence majeure, et y compris en termes de communication, y compris du point de vue des médias, quand on parle de drogue, toujours dans ce carcan de la loi 70, qui, il faut le rappeler, n'a pas bougé, et n'a pas, pour le moment, vocation à bouger, avec ce petit intermède que Anne Coppel, notamment, a bien connu, et dont je vais parler aujourd'hui moi-même en tant qu'acteur, et j'aimerais bien qu'Alain le fasse aussi, de la réduction des risques et de la lutte contre le sida, qui maintenant appartiennent à l'histoire. Hein. C'est ça aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de soulever ces sujets, d'enregistrer, d'avoir des archives, parce que ça va disparaître. La lutte contre le sida, comme étant point de jonction entre cette psychologisation et la médicalisation via la dictologie, va disparaître, je pense, des mémoires, du fait même qu'elle a rempli son objet, que les usagers de drogue très vite sont sortis des statistiques de la lutte contre le sida, que la question de l'injection va de moins en moins être prioritaire. Là, on a encore des restes de ça. Disons que le secteur est toujours organisé, le secteur de la réduction des risques, des CARU notamment, est toujours organisé autour de la fourniture de matériel injectable, mais tout ça,
ça a vocation à disparaître. Donc voilà, point de départ, là je me retourne vers toi Alain, j'aimerais qu'on ait un échange sur cette situation d'avant la réduction des risques, le soin toxicomane, le secteur spécialisé, qui est confronté, enfin même au tout début, et pas encore confronté à l'épidémie de sida, a dû s'accommoder d'une loi 70 répressive et a organisé sa réponse autour de cette loi de 70. Voilà. Et là, je te cède la parole, puisque tu étais à l'époque en responsabilité en tant que président de l'ANIT, qui était l'Association nationale des intervenants en toxicomanie. Merci beaucoup Fabrice, merci aussi Alessandro de votre invitation, puis de votre bienvenue ici dans les locaux d'Opelia à Paris. Oui, je vais essayer de répondre à la commande de Fabrice, mais je vais aussi essayer de un peu commenter ce que disait Alessandro. D'abord, effectivement, si je peux témoigner de quelque chose, c'est de l'intérieur du secteur professionnel où j'ai pu observer ces problématiques-là, dites de toxicomanie, puis après d'addiction. Et là où je rejoins complètement Alessandro, c'est très important de le savoir, c'est qu'en fait, nous n'avons toujours vu, et encore aujourd'hui, nous ne rencontrons que ou pratiquement que des personnes ayant des consommations à problème, comme vous le disiez très bien. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses sur le regard vis-à-vis du phénomène social. On a pu croire, parce qu'on était un peu les seuls pendant pas mal de temps, à observer ça, à rencontrer des personnes, que l'on voyait la totalité du phénomène, que l'on pouvait dire des choses très générales sur l'ensemble et en plus avec un souhait d'être beaucoup plus bienveillant que ne l'était la société jusque-là par rapport à ces personnes-là. Donc ce qui a fait d'ailleurs que nous avons été très bousculés, voire surpris, voire choqués par le conflit qui est né lors de l'apparition du sida entre les intervenants en toxicomanie et puis les nouveaux intervenants usagers de drogue qui ont été pris en compte d'une autre façon par la réduction des risques. Il faudrait peut-être aller dire là-haut qu'ils font trop de bruit. Et donc, moi je voudrais d'abord insister là-dessus si on parle d'histoire. Moi, ce que j'ai appris quand j'étais étudiant en médecine et puis que j'ai commencé aussi des études en psychiatrie, dans les livres que nous utilisions et qui étaient la Bible, notamment le bouquin de Henriet sur la psychiatrie, les toxicomanies étaient rangées dans les perversions et les déséquilibres psychiques, à côté de l'alcoolisme. Et en même temps, les circulaires qui ont été fondatrices pour les psychiatres publics à l'époque sur le secteur psychiatrique, grande révolution dans les années 60, en tout cas pour moderniser et sortir de l'asile psychiatrique qui était jusque-là et qui restait encore d'ailleurs un peu le bastion de la psychiatrie. Donc le secteur psychiatrique avait pour charge les maladies mentales, l'alcoolisme et les toxicomanies. D'accord ? Et quand je suis arrivé à Annecy pour occuper mon premier poste d'interne en psychiatrie, c'était à la fin des années 70, ce qui se passait, c'était un début d'évolution, une première évolution par rapport à ce secteur-là, sur lequel je reviendrai, mais c'était de considérer qu'il y avait un problème de toxicomanie, on va dire, pour se concentrer sur celui-là pour l'instant et pas parler d'alcoolisme, mais qui était mal traité au double sens du terme à l'hôpital psychiatrique. Les expériences des uns et des autres étaient toujours désastreuses. J'en ai vécu des désastres dans le mode de prise en charge fin des années 70, début des années 80, de l'institution psychiatrique vis-à-vis de ces pervers,
Voilà. Il faut bien avoir en tête que la psychiatrie a longtemps contribué, participé à cette image extrêmement stigmatisante des toxicomanes, à travers y compris ces diagnostics. Je peux donner des exemples si ça vous intéresse, mais j'avais un chef de service quand je suis arrivé à Annecy, donc en psychiatrie, qui, pour se protéger, avait décidé que, quelle que soit la demande d'un toxicomane venant à l'hôpital, non, il ne fallait pas le rejeter, parce que c'était important, mais il allait directement en isolement pendant 7 jours, sans rien d'autre, avec un traitement de sevrage. Point. Et encore plus. Et aussitôt à la sortie, il sortait, et peu importe ce qu'il allait devenir. Et puis un peu plus loin à Chambéry, il y avait à l'époque un psychanalyste, psychanalyste assez fameux, qui lui avait une autre stratégie, mais ce que je vous dis là est tout à fait réel, une autre stratégie qui était lorsqu'un toxicomane arrive à l'hôpital psychiatrique, il reçoit une injection de neuroleptique retard et il s'en va. Voilà. Donc l'objectif étant qu'il s'en aille le plus vite possible, et avec un traitement qui n'en est pas un, évidemment, qui est plus une punition, évidemment. Bon, je vous dis ça parce que moi, quand je suis arrivé dans l'exercice de ma profession de psychiatre à l'hôpital, c'est ça auquel j'étais confronté. Donc nous, nouveaux psychiatres, quelques-uns qui s'occupaient de ça, avec le phare qui était, il ne faut pas l'oublier, Claude Einstein et Marmottan, on s'est dit ça va pas du tout, et donc on a dans plein de villes, et puis c'est arrivé tout début des années 80 à Annecy, créé des espaces, des centres d'accueil, considérés comme, par nous, enfin, comme des espaces de grande liberté, de découverte de quelque chose qui s'appelait la clinique des toxicomanes. Et donc, mais ne serait-ce que faire ce pas-là, de s'investir sur une population aussi mal perçue et aussi rejetée, c'était déjà faire un acte politique, pour moi en tout cas, et pour pas mal de mes collègues de l'époque, en tout cas un petit nombre qui se sont impliqués là-dedans, il y en a un peu partout en France, c'était faire un acte politique de rupture avec l'institution psychiatrique pour accueillir différemment des personnes. Et sur le modèle que nous avions à l'époque, il n'y avait pas... peu d'entre nous ont collé véritablement, heureusement, au modèle du toxicomane pervers, déséquilibré psychique, etc. Mais on était quand même dans les années qui ont suivi 1968, et avec brutalement l'arrivée de la question sociale et de la question de la jeunesse dans cette société. Or, ce que nous rencontrions, ce n'étaient que des jeunes, c'est-à-dire qui avaient à peu près notre âge en général, pas souvent plus jeunes. D'ailleurs, je me souviens très bien qu'à l'époque, donc on est au début des années 80, lorsqu'on orientait vers une post-cure quelqu'un, il fallait qu'ils aient moins de 35 ans. C'était pas mis. Dans pas mal d'endroits, dont Marmottan, on parlait des jeunes, quand on parlait des... Bien sûr. Ou des clients, des jeunes. Et donc c'est le sentiment vague qu'on était, sur une vague en train de découvrir quelque chose qui était en train de se faire avec une revendication politique, de la reconnaissance d'un certain nombre de choses, loin de là complètement la reconnaissance de la liberté de se défoncer, de se droguer, etc. Mais on n'en était pas encore là, mais avec la liberté d'être soigné autrement et de rencontrer des soignants autrement. Je pense que ça nous a donné la conviction qu'on avait raison. Et il faut se rappeler quand même que dans les années 80, 70-80 d'ailleurs, l'ensemble de l'université et de la psychiatrie en particulier, mais aussi des sciences humaines et de la psychologie clinique en numéro 1, était extrêmement influencé par la psychanalyse.
Et la psychanalyse était à la fois partout, elle était maîtresse de tout. Je peux là aussi vous donner plein d'exemples sur le fait que c'était, en réalité, on peut en faire la critique, et je suis le premier à le faire rétrospectivement, mais à l'époque c'était un outil, si je peux dire, cette psychanalyse, pour lire les choses autrement que ce que produisait, pour ce qui est de la psychiatrie classique jusque-là. Donc c'était aussi une manière d'aller vers la personne et d'aller, de comprendre un peu autrement, de chercher à comprendre un peu autrement, et de éventuellement d'ailleurs aussi nouer une relation un peu différente de celle qui était celle du savoir médical et psychiatrique. Et donc beaucoup d'équipes, dans le début des années 80 surtout, se sont beaucoup investies dans une vision psychanalytique de la clinique des toxicomanes, avec comme institution phare, non pas Marmottan, qui était beaucoup plus éclectique que ça, que uniquement sur la psychanalyse, même s'il y avait des personnages de la psychanalyse dans le domaine des toxicomanies dans Marmottan, c'était tourné beaucoup plus vers Reims et le CAST notamment, qui a lancé en 1980, je crois, ses journées cliniques, sur la clinique du toxicomane. Il faut un peu dire ce que c'est, hein, que c'était vraiment les lacaniens intégristes moi à ce moment-là, la psychanalytique appliquée au toxico. Je suis arrivé un peu plus tard, mais dans les années 80 au Trait d'Union, où il y avait la même chose. Oui, et bien sûr. C'était des équipes sœurs, et tous les thérapeutes, en fait, ils étaient certains éducateurs, d'autres rien du tout, sur le plan qualification professionnelle, etc., avaient le titre de psychothérapeute, et tous étaient en formation ou étaient psychanalystes par ailleurs. Donc, c'était extrêmement puissant, mais c'était considéré à ce moment-là comme une aide à comprendre, c'est-à-dire une forme de lecture qui était pertinente et devait aider à rencontrer un certain nombre de choses. Je finis parce que je vais passer, mais je vais essayer de ne plus être trop long. Mais donc, quand est arrivée la question du sida, c'est-à-dire au milieu des années 80, surtout vers la fin des années 80, ça a percuté extrêmement violemment tout le monde. Il y a eu une forme soit de sidération, si je peux le dire, de difficulté à faire face, à se demander qu'est-ce qui se passait, mais aussi beaucoup d'énergie pour certains vers une transformation des pratiques. Et puis, il y en a un certain nombre qui étaient rendus sourds et aveugles par une focalisation sur les problématiques psychopathologiques, et puis donc inconscients, etc., dans une lecture ultra-psychanalytique de ce qui se passait, et donc un désinvestissement totalement du corps. Et donc, avec une séparation très claire, je me souviens de deux choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais où il y avait quand même une forte proportion qui pensait, premièrement, que nous n'avions rien à voir avec la santé publique. La santé publique, c'est pas nous. C'était ça qui était dit. Nous, on s'occupe de la personne. Et l'autre chose qui était assez fondamentale, c'est que, en tout cas dans ces équipes-là, c'est que le problème de la maladie n'était pas notre problème. Au point que, moi, quand je suis arrivé au Trait d'Union, c'est le premier choc que j'ai eu, j'arrivais d'Annecy, donc, et où on s'était quand même pas mal occupé de la question du sida. Le premier choc que j'ai eu, c'est d'entendre les psychothérapeutes dire, s'il y a une question sur le sida, s'il y a un problème lié au VIH, il faut envoyer vers l'hôpital pour que la personne ait les réponses. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas, nous, la tâche d'essayer d'apporter des réponses là-dessus, c'est ailleurs. Et c'est ailleurs. Et si, ce que j'ai fait, on propose dans l'institution pour toxicomanes d'apporter des réponses là-dessus et d'ouvrir le dialogue là-dessus,
c'est on change de registre et on devient des boy scouts, ça m'a été dit, mais enfin du forçage, voilà, parce qu'en fait, agir sur le corps, c'était considéré comme un forçage. Donc tout cela pour dire que c'est clair qu'on a été, je vais résumer ça comme ça, d'abord quand les choses sont arrivées dans les années 70, début des années 70, c'est-à-dire à petit bruit, hein, avec une overdose par-ci, une overdose par-là, la loi de 70 venant poser les bases de la prohibition et d'une vision très stigmatisante de ces pratiques. Petit à petit, ça n'a pas cessé d'augmenter en termes de... Et nous rencontrions beaucoup de personnes, hein, mais essentiellement des usagers injectables d'héroïne d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui a totalement changé depuis. Et en même temps, en découvrant, parce que nous n'avions aucun outil autre que ceux qui étaient ceux anciens, et autre que ceux qui étaient, ce que j'ai appelé, et ce que je lui avais dit à Claude Olivenstein, c'est les points cardinaux qu'il avait posés sur la question de la démocratie psychique, sur la question des usagers qui ne sont pas des extraterrestres, mais qui font partie de la société, et sur le biopsychosocial, qui était le modèle sur lequel on s'est accroché, d'ailleurs qui me paraît toujours essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas scinder, de ne pas privilégier un aspect des choses parmi l'ensemble des facteurs qui concourent à ces phénomènes-là. Mais en même temps, nous n'avions accès et nous n'avons rencontré que des personnes qui étaient consommatrices à problème, donc avec une vision du haut de la pyramide des usages que l'on représente maintenant, avec, et je dis toujours à mes collègues, vous et nous, ce que nous voyons, c'est du haut des pyramides. Mais en fait, on croit qu'on voit tout, mais on ne voit pas la base, on ne voit pas la réalité de la société. Donc il nous faut d'autres leviers, d'autres outils, d'autres modes d'observation pour avoir ces éléments-là. Et c'est le sida, sans doute, qui nous a le plus amené cette réalité-là, qui était devenue cachée. Pour moi, le sida, ça a été le choc en arrivant à Paris, en région parisienne, dans un hôpital de banlieue, à Colombes, de rencontrer une foule d'usagers de drogue actifs qui partageaient des seringues et qui se retrouvaient en banlieue, souvent de première ou deuxième génération d'immigration, et qui mouraient du sida, des fratries entières, du fait de cette désinfection, etc. Et nous qui arrivions avec nos outils qu'on avait beaucoup peaufinés auparavant, c'est-à-dire le sevrage d'héroïne et puis une tentative de suivi après, etc., qui était totalement décalée. Bien sûr, on n'a pas saisi tout de suite, ça nous a beaucoup bousculé, on a dû changer à ce moment-là de manière un peu violente, brutale. Ouais, sous l'impulsion des pouvoirs publics d'ailleurs. Sous l'impulsion des pouvoirs publics et sous l'impulsion de vous. Des militants, oui. Mais là, à mon avis, on devance un peu le truc. Non, moi, ce qui m'intéressait dans ce que tu dis, c'est l'interprétation politique de tout ça. Vraiment politique. Hein. Parce qu'il me semble que cette réponse psychanalytique que moi j'ai vécue en tant qu'accueilli dans les centres, c'était une réponse politique, une réponse qui visait à ne surtout pas admettre qu'il y avait une légitimité dans cette demande de drogue de la société. C'est toute l'histoire. Une adaptation parfaite à cette stigmatisation qui s'abat sur les usagers en 1970 de manière réglementaire. Hein. Dans le livre là, dont je vais parler, qui va sortir, j'ai un chapitre qui s'appelle « De la moraline à la dopamine ». Bon, parce qu'on est là pour rigoler quand même. Cette moraline, elle était palpable, parce que la psychanalyse, c'est une manière de s'attaquer à l'histoire individuelle,
c'est d'ailleurs un paradoxe, hein, parce que Freud apporte des outils qui permettent de politiser beaucoup de choses, hein, sur la morale justement, et sur une lecture morale des phénomènes de politique. Et en matière de politique de drogue, les psychanalystes ont fait tout le contraire. Ils ont tout focalisé sur des histoires individuelles pour surtout pas voir le problème social, surtout pas voir l'histoire collective. Et il y a un décalage, et à mon avis qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, entre les préoccupations des usagers, qui sont majoritairement des préoccupations de se procurer du produit et de gérer cette consommation de produits comme n'importe qui, dans des conditions acceptables, où t'es pas battu, tu ne tombes pas malade, et ça te rend pas malheureux, puisque le but c'est au contraire, en général, de te rendre heureux, et un système qui, en réprimant cette aspiration légitime, est complètement en décalage et a un traitement social de l'usage de drogue. Le traitement social de l'usage de drogue, avant la réduction des risques, c'était la prison, majoritairement. Je pense que c'est resté la prison, majoritairement, pendant la réduction des risques. Et aujourd'hui, ça reste la prison avec un codicile médical. Mais quand tu rappelles la psychiatrisation, finalement, ça concernait un nombre infime de personnes. La plupart des gens, soit vivaient leur toxicomanie, s'ils appartenaient à des milieux privilégiés, sans trop de casse, avec une ouverture sur un traitement social qui était les post-cures. Traitement social, c'était pas autre chose. Moi j'ai fait des post-cures où le traitement ça consistait à creuser des tranchées et à planter des navets, enfin peut-être des pommes de terre, je ne me rappelle plus. Mais, donc voilà, on voit bien que c'était surtout ne pas être confronté à la volonté politique qui était de punir moralement un comportement déviant. Là-dessus, on se rejoint. Ce qui était stupéfiant, c'est le cas de le dire, c'est que le secteur spécialisé, nourri de psychanalyse, avec Olivenstein qui effectivement était très critique de la psychiatrie traditionnelle, n'ait pas vu cet aspect des choses, la légitimité de la demande, qu'il est rentré dans quelque chose qui continuait à rendre les usagers stigmatisables parce que ça restait des marginaux, et que pour lui, l'ennemi, c'était beaucoup plus le risque de l'État, hein, le risque d'avoir une réponse qui passerait par le pouvoir médical. Et le paradoxe des choses, d'ailleurs, on y viendra après, c'est que ce risque-là, il s'applique aujourd'hui en addictologie, effectivement, où il y a un discours de la médecine qui va finalement prendre le relais du discours répressif de la police. C'est-à-dire que un certain nombre d'exemples nous montrent que c'est les médecins qui vont, en matière de traitement de substitution aux opiacés, par exemple, donner le là de ce que les gens ont le droit de faire ou pas sur leur propre vie. Et ça, c'est Olivenstein qui dénonçait à l'époque où il n'y avait pas de méthadone, où en tout cas on avait 50 places. Et 50 places qui étaient extrêmement combattues, qu'il a fallu imposer. Et alors j'en termine avec cette histoire du sida, effectivement. Pourquoi ne pas s'occuper du sida? Parce que le sida, c'est une maladie politique. Parce que le sida est le produit direct de la répression. Le sida, c'est « je vous empêche d'acheter des seringues ». Et je trouve ça fascinant, comment sans le dire, de manière presque intuitive, le secteur spécialisé a compris où est-ce qu'il fallait surtout ne pas aller pour se retrouver embringué dans un discours politique qui contribuerait à, d'une certaine manière, justifier la légitimité de l'usage de drogue. Et c'est tellement vrai ce que je dis que c'est ce qu'on nous a reproché, nous, les militants de la réduction des risques, immédiatement. Immédiatement, la grande accusation, c'était, en gros, vous êtes pour la drogue. Qu'est-ce que ça veut dire donner? Et alors, effectivement, parmi les voix qui étaient les voix admises, officielles du secteur spécialisé, il y avait des nuances. J'en ai déjà parlé. La plus extrême, c'était celle du docteur Curté, le directeur de trait d'union, qui, lui, a dit carrément, a écrit que donner des seringues,
c'était favoriser l'usage de drogue, et en plus ça ne guérirait pas les gens du sida parce qu'ils avaient des rituels de partage. Donc, affirmation qui a été démentie en 6 mois, hein, puisque 6 mois après le décret Barzac, les usagers se sont emparés de ces outils et ont cessé de se contaminer entre eux. Mais bon, l'histoire des dealers en blouse blanche, c'était du même acabit. Donc, je parle de ça, c'est pas... Parce que souvent, effectivement, on dit « Ah oui, bon, c'est encore pour régler des vieux comptes. » C'est une histoire qui n'est pas connue. C'est une histoire qui est en train de passer dans l'oubli. Et c'est une histoire qui risque de se répéter avec ce qu'on vit aujourd'hui avec la médicalisation. À savoir que tant qu'on n'a pas en tête cette légitimité de l'offre qui conditionne une forme de légitimité de la demande aussi, et ça j'y viendrai après sur... non, d'ailleurs c'est même le contraire, la légitimité de la demande qui conditionne une forme de légitimité de l'offre qui aujourd'hui passe par les quartiers et par la guerre qui est menée contre les banlieues et qui a commencé dans ces années-là. Tant qu'on ne pose pas ce problème, on est en décalage. Et aujourd'hui, tout ce que je critique sur la médicalisation, c'est le même décalage. Et tous les discours de légalisation du cannabis qu'on entend risquent de courir le même risque, c'est-à-dire d'avoir des soignants qui sont en décalage avec une demande qui n'est pas de l'ordre du soin. C'est d'ailleurs l'objet du séminaire depuis le début. Hein. Depuis le début, on essaye de porter les questions de drogue sur des questions sociales, historiques, philosophiques, militaires quelquefois même, qui sont complètement bradées, maltraitées, parce qu'on a cette prééminence d'un soin qui sert de cache-sexe à une répression extrêmement brutale. Oui, Alexandre. Oui, j'ai rebondi sur ce que vous venez de dire, parce que c'est paradoxal que la légalisation du cannabis, qui est peut-être en train de se faire en France, qui est déjà un acte aux États-Unis, pratiquement dans toute l'Amérique latine, dans beaucoup de pays d'Europe désormais, et passe par l'effet de légaliser les cannabis thérapeutiques. Donc, qui dit thérapeutique, dit ça fait du bien. Et pour légaliser les cannabis dits récréatifs, avec des autos de THC, on invoque les cannabis bien-être. Donc, dès qu'on parle bien-être, c'est comme aller... Après, tu peux avoir des bonhommes de bonnes femmes qui vont aller à l'épicerie, tu vas acheter des herbes, des tisanes, ça c'est les bien-être. Donc à partir de là, c'est légitimé. Et c'est une question de légitimation morale et ensuite sociale dont il s'agit. Parce que la médicalisation, je remercie Alain Mollet d'avoir appelé, et on a trop vite oublié que dans les années 70 à 80, on allait, si on se droguait, on allait en prison et à l'hôpital psychiatrique. Et alors, l'hôpital psychiatrique, c'est quelque chose d'étonnant, parce que n'importe quel psychiatre est conscient et peut utiliser la terminologie. Il peut parler de drogue, hein? Il parle plutôt de médicaments pour les patients, les malades psychiques. Mais il y a quelque chose de paradoxal encore, c'est aujourd'hui on ne met pas d'office quelqu'un qui prend de l'héroïne ou du cannabis à l'hôpital psychiatrique. Mais il y a pas mal de gens qui finissent à l'hôpital psychiatrique aussi parce qu'ils ont une consommation, un problème de psychotropes, y compris le cannabis. Et c'est complètement incroyable aujourd'hui. Donc, à l'hôpital psychiatrique, on distribue à main pleine des neuroleptiques, notamment le Risperdal. On calme les gens agités avec des hautes doses de Valium. Et donc, moi, des malades psychiques que j'ai vus à l'hôpital psychiatrique, qui prenaient Risperdal avec des yeux comme des phares de camion la nuit,
Et j'ai jamais vu quelqu'un qui fumait du cannabis avoir ses yeux qui est complètement impressionnant. Et en même temps, aujourd'hui encore, c'est interdit de fumer du cannabis. C'est super interdit d'introduire du cannabis dans l'hôpital psychiatrique. Paradoxal. Le cannabis est une drogue légère, extrêmement légère par rapport à ce qu'on suministre aux patients des hôpitaux psychiatriques, vous vous rendez compte? Et on interdit la consommation de cannabis, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais, et on vous dit aussi, si vous continuez à fumer du cannabis en même temps que vous prenez des neuropétiques, ça ne fait pas bon ménage. Je ne sais rien, mais je ne pense pas que ça puisse aggraver les cas de quelqu'un. Bon. Mais vous voyez, encore, c'est pas légitimé. Cette médicalisation, c'est un choix idéologique, moral. Parce qu'on peut se demander, s'il y a vraiment besoin d'une médicalisation des consommateurs de drogue, et si c'est vraiment nécessaire et si c'est efficace, la médicalisation à outrance des personnes qui ont des problèmes psychiques. Peut-être que pendant des années, quelqu'un prend des neuropétiques et c'est comme pisser dans un violon. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pisser dans un violon. À la limite, s'il fumait un pétard de temps en temps, ça pourrait l'arranger mieux. C'est pas sûr que l'administration, et là, on considère quelqu'un qui a un problème psychique. Pendant des années, il doit se soumettre à un protocole de prise de psychotropes, c'est ça. Et là, légalisé, avec ordonnance, sécurisé, certifié, etc. Et c'est parallèle, parce qu'on fait maintenant de plus en plus la comparaison et le parallèle entre drogue légale et drogue illégale. Entre l'héroïne sur le marché noir et l'oxycontin, l'oxycodone, c'est à peu près la même chose. L'un en pharmacie et l'autre au coin de la rue, en cachette. Et on se demande à quoi bon. Mais il faudrait aussi mettre les pieds dans les plats et comparer les psychotropes utilisés par des usagers, des consommateurs pour leur bien-être, épanouissement, pour se soulager, pour, comme disait Freud, chercher les soucis, et l'administration des neuropétiques, des médicaments psychiatriques. On ne fait pas ce parallèle aujourd'hui. Pourquoi? On se demande. Je voudrais revenir sur la question de la lecture politique que tu as soulevée très fortement, à juste raison, Fabrice. Je crois que par rapport à l'histoire, c'est sans doute parce que je l'ai vécu par moments assez durement, surtout dans les années 90, début des années 90. Cette histoire, je l'ai vécue durement parce qu'il y a eu cette remise en cause et puis des conflits entre nous, entre personnes, etc. Je pense que néanmoins que les étapes qu'on a décrites précédemment, c'est-à-dire celles après 70, avec une sorte d'idéalisme social, sociétal, de créer des structures de post-cure qui étaient des sortes de néo-États, de néo-sociétés plutôt, de néo-sociétés où tout le monde se mettait à être responsable. C'est la date du grand succès du patriarche et d'une série de structures montées d'ailleurs par des prêtres, des patriarches, des usagers. À part le patriarche, tous les autres étaient des anciens usagers. C'est intéressant de le noter. Mais il y avait d'autres structures qui ont perduré d'ailleurs plus longtemps, dont certaines sont rares mais existent encore. Mais pour connaître assez bien la situation suisse, c'était très, très, très similaire. Ce sont les églises
qui ont monté des trucs, enfin des militants religieux, aussi sociaux, etc. Voilà. Et qui ont créé ces espaces pour recevoir ces jeunes qui étaient en détresse dans une société de consommation, disions à l'époque, et une société de domination où les jeunes avaient déjà exprimé très violemment dans le monde entier, enfin très durement dans le monde entier, en 68, leur rejet d'un certain nombre de choses et leur aspiration, etc. C'est ça dont on a hérité dans le début des années 70, dans la première partie, jusqu'à la fin des années 70, qui a créé ces mouvements-là. Ensuite est arrivé ce que j'ai raconté, je ne vais pas le redire, mais avec la psychanalyse, etc. Ensuite est arrivé d'autres choses. Mais c'était en écho à la loi 70, c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait passer par ces étapes-là. Donc c'est trop facile de porter un jugement condamnant tout ça. C'est vrai qu'il y a des erreurs, enfin, il y a eu aussi des aveuglements et qu'il y a eu des gens qui ont été extrêmement mal soignés ou qui n'ont pas trouvé, qui ne pouvaient pas trouver de lieu où être aidés, etc., alors qu'ils en avaient besoin, et que ça n'a fait que confirmer sans doute d'une certaine manière, contre notre gré d'ailleurs, la législation, la loi de 70, etc. Bon, mais ce que je tiens, enfin ce que je veux faire comprendre, c'est que ce qui nous a manqué, c'est des outils pour anticiper. C'est-à-dire ce qui nous a manqué, pour les gens qui réfléchissaient et pensaient ces choses-là, c'est des outils qui nous sortent des catégories, qui nous sortent des cloisonnements. Or, l'une des conséquences de la logique prohibitive, c'est une logique de cloisonnement. Il y a les bons et les mauvais, bons usages, mauvais usages, bons produits, mauvais produits, bons toxicomanes, mauvais toxicomanes. Et bon toxicomane, il est mort, c'est comme dit l'autre. Oui, ou il est ex. Oui, il est ex, c'est ça. Repenti, et puis il va prêcher la bonne parole auprès des autres. Donc, je veux dire, c'est vrai, c'est très clair que j'aime bien expliquer ça, tu m'as entendu déjà le dire, Fabrice, de cette manière-là. On a, avec la prohibition, c'est-à-dire depuis les années 20-30, amplifié après la Deuxième Guerre mondiale, une prohibition qui a sécrété, qui a sécrété une vision hyper morale des choses, au sens que se droguer, prendre des stupéfiants, des drogues illicites, c'est une faute devant la société, une faute par rapport à soi-même, une faute par rapport à sa famille, et le poids de la culpabilité qui est encore tellement présent dans la vie de ces personnes que nous rencontrons, et qui est d'ailleurs, comment dire, une sorte de frein, d'obstacle à pouvoir changer, parce que la culpabilité rend impuissant pour changer, pour aborder les choses. Cette culpabilité, elle est extrêmement liée à cette politique de la morale. Je voulais ajouter aussi que la plupart des militants, que ce soit, enfin, la plupart des militants de la toxicomanie, je parle là de ceux qui ont monté des structures, qui ont été des soignants, etc., étaient, et c'est encore le cas pour un certain nombre, très orientés vers l'extrême gauche, très militants sociaux. Et la lecture de l'extrême gauche dans les années 70 jusqu'aux années 80 ne s'est jamais départie de la vision morale de la Bien sûr, bien sûr. À part une petite frange qui, effectivement, venant, je me souviens d'un séminaire de 76 où il y avait des Américains qui étaient venus pour promouvoir la consommation de LSD en disant mais ça n'a rien à voir et ça c'est un acte révolutionnaire. Bon. Mais sinon l'héroïne c'est la trahison des... Exactement. Tout à fait. Et donc, tout le monde, je ne veux pas faire une généralité de ce type de politique, était quand même très présente. Et dans nos têtes aussi, même si on s'écartait petit à petit de cette vision-là. J'aime bien le pour ou contre la drogue, parce qu'effectivement, moi, quand je suis arrivé au trait d'union, c'était Francis Curté qui était directeur, ça a duré 2 ans, et la première chose que j'ai vu qu'il faisait, et qui m'a demandé de faire aussi, que je n'ai pas fait, c'est de distribuer un questionnaire à tous les toxicomanes venant au trait d'union pour leur demander
S'ils étaient pour ou contre. S'ils étaient pour ou contre la libération des seringues, de la vente des seringues. Et comme il avait une majorité pas très grande, mais contre la libération de la vente des seringues, vous voyez, même il a pu venir avec son sondage. Il a fait, j'espère qu'il m'entend, il a fait aussi... Francis, si tu nous entends. Il l'a fait aussi par rapport à la légalisation, parce que c'était une question qui était aussi amenée avec le sida. Et la question, c'était êtes-vous pour ou contre la légalisation? Et alors là, il y avait encore plus de toxicomanes qui disaient non, on est contre la légalisation. Oui, mais ça, c'est toujours vrai. Enfin, Julien Bernard. Mais c'est le pour ou contre, je veux dire, ce type de raisonnement, et c'est le terme aussi de complicité avec la drogue. Il ne faut pas être complice de la drogue. Mais tout ça a quand même beaucoup changé. Et j'espère qu'on va parler aussi de l'actualité, parce que... Non, mais moi je crois qu'on parle de l'actualité, il ne faut pas se leurrer, cette loi de 70, elle est toujours là, et elle va secréter les mêmes points aveugles que ceux dont on parle. C'est très bien que tu parles de cette histoire de culture d'extrême gauche, parce que ça permet de ne pas mettre en cause la sincérité des gens et leur engagement. Mais il y a un écho automatique qui a créé ce secteur comme un droit d'asile, comme une espèce de poche, voilà, de sécurité sur une jambe de bois, et qui secrétait elle-même ses propres impasses, et qui empêchait même conceptuellement les gens d'avancer. Le deuxième point, moi, qui m'intéresse, c'est la disparition du corps du toxico. Ce bouquin, il est sur le corps. C'est vraiment un bouquin sur le corps. C'est le retour du corps. Et ça, il faut qu'on en parle, parce que c'est capital dans le fait qu'on avait quand même ce paradoxe d'un secteur qui s'occupe des drogues, donc quand même, des trucs qu'on prend, soit la bouche, le nez, et qui n'avait évacué le corps des toxicos. Il fallait surtout pas parler ni de la manière dont on se défonce, ni des sensations que ça pouvait provoquer, mais parler éventuellement de traumatisme de petit enfant, voire de fœtus, parce que là, on ne risquait pas grand-chose en termes de corporalité. Non, mais je déconne d'ailleurs à peine, parce qu'effectivement, dans les centres, un souvenir, dès qu'il y avait des discussions qui partaient sur la dope, c'est-à-dire ce que ça fait et ce que ça faisait plus éventuellement, il y avait des interventions des thérapeutes qui disaient non mais là vous êtes à nouveau dans le produit. Tu te rappelles, c'était le terme. Parler de ce qui ensuite a fait quand même le cœur des techniques de réduction des risques. Comment est-ce qu'on prépare un shoot, comment est-ce qu'on s'injecte, ou est-ce que effectivement grâce au sida on a le vrai dossier thérapeutique, le seul dossier sanitaire qui est intéressant, c'est-à-dire effectivement comment arriver à gérer des drogues à risque réduit. Ça c'est le sida, avec sa terreur qu'il a plaqué sur l'ensemble de la société, qui a pu faire exploser ce non-dit absolu sur le corps des toxicos. Et là on a commencé à dire ah bah ouais, si on filtre le coton comme ça, y compris, ça peut éviter des poussières, donc des chocs microbiens. Et grâce au sida, on est passé à ce que tu appelles la clinique du toxicomane, mais la vraie clinique. Oui, enfin, c'est-à-dire la vraie clinique des usagers de drogue, celle qui consiste à leur permettre de se droguer sans trop de dommages. Et en fait, ce qui me met un petit peu en rage, c'est qu'on en est toujours là. C'est-à-dire l'idée que c'est un moindre mal, mais qu'il n'y a toujours pas de légitimité, par exemple, à ouvrir en grand la porte de la science sur ce qui serait une manière optimale de consommer. Ça va peut-être arriver avec le cannabis grâce aux industriels. Il n'y a que l'appât de l'argent qui va pouvoir passer à cette dimension. Mais là-dessus, si je peux me permettre, c'est là où je pense qu'il faut qu'on ait aussi une part de débat, parce que
Donc sur le passé, on voit, moi je pense qu'il y a eu des strates d'histoires qui se sont succédées et qui se sont appuyées l'une sur l'autre. On peut aussi en tirer un certain nombre d'aspects positifs sur l'évolution de la société par rapport à ça. Le fait par exemple d'avoir sanctuarisé des lieux pour des toxicomanes, c'était indispensable dans une société qui était complètement tournée vers la répression, d'avoir ces lieux protégés de cette répression-là, comme l'a lancé, créé Marmottan, c'est très important. Le fait aussi d'avoir un regard autre que simplement on chasse la drogue, on éradique la drogue, et puis la société du groupe dans un univers bucolique, et puis où on s'aime tous, ça va résoudre le problème. Ben non, ça n'a pas résolu le problème, donc il a fallu, mais il n'empêche que il a fallu aller justement sur ce que tu décris de manière un peu caricaturale, sur aller vers le traumatisme de l'enfance, aller vers, etc. Mais n'empêche qu'en termes de soins, c'est des éléments essentiels et qu'on a continué à travailler, qu'il faut continuer à travailler, parce que c'est des éléments clés pour les personnes qui ont des consommations, un problème en particulier. Donc, et puis après est arrivée la réduction des risques, qui a enrichi complètement et qui a eu le pouvoir aussi d'apporter un nouveau paradigme, qui a déconstruit comme un peu un virus, qui a déconstruit complètement, petit à petit quand même, pas complètement encore, mais qui a déconstruit l'idée morale, l'idée de faute. Eh oui, parce que ça passe par l'acceptation. C'est quelque chose qu'au moins personnellement j'ai eu du mal à pouvoir dire j'accepte, on accepte prise de drogue par rapport à cette, quand ça a commencé à se poser dans la fin des années 80, des années 90. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à le dire parce que c'est une réalité sociale sur laquelle il faut qu'on parle certainement. Et puis est arrivée cette médicalisation autour de la dictologie qui dit bien son nom, ce que dit bien son nom. La dictologie, ça apparaît tout de suite comme une spécialité, une quasi-spécialité médicale. C'est en pleine conscience, comme je peux dire, qu'on a décidé de l'adopter, cette addictologie, je veux dire, à la fin des années 90. En se disant, et je pense qu'on a eu raison, c'est pas en s'opposant à quelque chose qui est un nouveau paradigme, qui ouvre, qui détruit des cloisons et des catégories pour pouvoir en ouvrir d'autres, qu'il faut nous opposer à. Néanmoins, c'est en pleine conscience de ce que ça transportait, et c'était vérifié tout de suite, et encore plus aujourd'hui, cette surmédicalisation, cette surbiologisation de la question. Et addictologie, maintenant, dès qu'on parle, en fait, d'où le fait d'ailleurs qu'on est bien dans ce que disait Alessandro au début, c'est-à-dire on est bien dans la continuité de ne voir que la drogue à travers les problèmes. Et là, c'est des problèmes sur un plan, sur une interprétation, une lecture biomédicale. Mais, donc, je veux dire, tous nos collègues des pays voisins ont connu un peu la même histoire que nous, avec cette emprise progressivement croissante de la médecine, de la psychiatrie même, universitaire et hospitalière, à prendre le sujet, à imposer la dopamine. Il y a un excellent article, je ne sais plus quel est l'auteur, qui s'appelle La politique de la dopamine. Et la dopamine est un petit peu le terme, enfin comment on appelle ça, le substantif qui porte en lui-même déjà toute l'idéologie hypermédicale et hyperbiologique du truc. C'est la dopamine. Tous les congrès ne parlent, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, ne parlent plus que du système dopaminergique, du système de la récompense, etc. Tout est vu à travers ça. Et avec aussi un projet politique plus ou moins conscient, qui est celui aussi d'une attribution et d'une appropriation par cette médecine-là, hospitalo-universitaire et biologique, de l'expertise sociale sur la question. Voilà, exactement. De l'expertise sociale sur la question. D'ailleurs, on est aujourd'hui en plein là-dedans. Je peux vous donner plein d'exemples. Et donc, on est très loin
enfin, on s'est éloigné beaucoup du modèle biopsychosocial qui était pourtant fondateur, et pas qu'en France, hein, dans beaucoup de pays, des premières tentatives de réponse appropriée à ces questions-là. Et donc je pense que ce qu'il nous faut, c'est pouvoir anticiper les choses, c'est-à-dire de ne pas produire de nouveaux cloisonnements, de nouveaux dogmes. Et la déprohibition pourrait en être un. La déprohibition, ce n'est pas des lendemains qui chantent, parce que ce qui nous attend, on a longtemps été enfermés, on est encore par la prohibition. Demain, on va se retrouver enfermé dans le néolibéralisme. Oui. Donc ça, et avec quelque chose qui pointe très clairement son nez. Vous l'avez dit avec la commission parlementaire, mais quand on voit aussi les modèles de légalisation du cannabis aux États-Unis, en tout cas certains d'entre eux, on voit très clairement. Oui, ça sert quoi? Cette nouvelle ère sans la prohibition, ça va être dans une société néolibérale. On libère complètement la marchandise, la drogue marchandise, l'accès à la drogue marchandise, c'est bien, c'est super, ça permet de s'enrichir, etc. Et puis, l'État n'a plus comme rôle que d'informer sur, attention, il y a des limites, il peut y avoir des dangers, voilà, mais chacun est responsable de soi, chacun est responsable de garder le contrôle de son comportement. Et ce système-là, je pense que il est peut-être aussi terrible que le précédent, parce que c'est là où on peut avoir un débat. La question est ouverte.